Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir sur Médian dans Hebdo Santé. Un nouveau numéro, un nouveau sujet. Cette semaine, nous parlons de l'hygiène des oreilles. Quelles sont les premières anomalies qui peuvent signaler un dysfonctionnement de cet organe essentiel et même conduire à une surdité? Et comment assurer une bonne hygiène des oreilles? Vous allez tout savoir grâce à des spécialistes de la question avec moi sur ce plateau. Monsieur Kwasi Kosonou Marcelin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes audiologiste, neuro- et psycholinguiste. Alors pour ceux qui découvrent cette spécialité pour la première fois, est-ce que vous pouvez leur en dire deux mots? Alors l'audiologie, c'est un spécialiste qui intervient pour les examens ORL. Quand je parle d'examen ORL, lui d'abord n'est pas un médecin ORL, bien sûr, il faut le préciser, mais c'est une personne qui est inscrite dans le processus de prise en charge de différents examens pour déterminer les types de surdité et éventuellement les prises en charge. D'accord. Concernant le volet neuro- et psycholinguiste, c'est un spécialiste aussi qui est dans le domaine aussi du langage, bien sûr, qui fait le cerveau-langage, la corrélation qu'il existe entre le cerveau et le langage. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, merci pour l'honneur que vous nous faites de participer à cette émission. Pour la cause donc des handicapés auditifs, vous êtes toujours présent, monsieur Camille Tano Kwasi, et c'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau d'Hebdo Santé. Bonjour monsieur Kwasi, vous êtes le président de l'ONG Enfasi, qui est l'organisation nationale des parents pour handicapés auditifs de Côte d'Ivoire. À nouveau, bienvenue sur le plateau d'Hebdo Santé. Merci à tous les deux d'avoir accepté donc de parler de ce sujet assez important qui nous concerne donc tous, l'hygiène des oreilles. Déjà, je vous en prie. Qu'est-ce qu'on entend par hygiène des oreilles? Alors, de manière simple, c'est tout ce qui est comme acte ou action pour, je dirais, pour se sentir bien. C'est les éléments ou bien le processus pour rendre sain un environnement. Donc, hygiène auditive, quand on parle d'hygiène, c'est les mesures qu'il faudrait prendre pour avoir une bonne vie. Quand je dis une bonne vie auditive, voilà. Quand il y a des gestes qu'il ne faudrait pas aussi faire, comme peut-être l'utilisation des cotonnettes, l'utilisation des stylos et bien d'autres objets qui endommagent ce processus-là. Parce que l'oreille qui est là est un organe très, très sensible. Donc, une bonne surveillance est vraiment importante. Vous avez dit quelque chose de très important tout à l'heure. Il y a des gestes à ne pas faire. C'est vrai qu'on va revenir là-dessus après. Mais je suis tout de suite interpellé. L'usage de la cotonnette, c'est proscrit. C'est pas bon. Elle n'est pas bonne parce que elle modifie ou endommage même le conduit. Parce que l'oreille, ce n'est pas seulement le pavillon qu'on voit. Il y a tout ce cheminement-là, il y a le pavillon et le conduit auditif. Donc, en enlevant ce cérumen dans les normes qui protègent le conduit, on est vraiment exposé à pas mal de maladies. Ah là, je vous assure qu'on va beaucoup apprendre aujourd'hui avec vous, monsieur Kra. Alors, dites-nous, pendant ce processus-là, est-ce que on peut déceler des anomalies, on peut, je vais dire, par des signes, déjà être alerté? Oui. Que nos oreilles ont des problèmes? Oui, bien sûr. Souvent, les démangeaisons abusives aussi. Souvent, vous êtes là, vous avez des démangeaisons, c'est un signe vraiment. Voilà. Et souvent aussi, il y a des douleurs, les petits picotements. Souvent, on a tendance à négliger. C'est aussi des signes vraiment qui doivent nous interpeller. Déjà, consulter un médecin ORL qui, lui, va vous conduire ou vous référer chez un audiologiste et on verra la suite. Et cela est dû à quoi? À un manque ou à une mauvaise hygiène des oreilles? Pas forcément. Les démangeaisons pas forcément un manque. Je dirais que les démangeaisons peuvent survenir à n'importe quel moment. Souvent par les causes allergiques, tout ça. La poussière, on peut entraîner des démangeaisons. Comme aussi les infections. Voilà. Donc, c'est pas parce qu'on a des démangeaisons que ça veut dire qu'on est forcément malade. Voilà. C'est au médecin ORL de dire, ok, vous avez des démangeaisons après un examen d'autoscopie. Il pourrait dire si éventuellement il y a un problème au niveau du tympan ou au niveau du conduit. Voilà. Alors, monsieur Camille Tano Kwasi,
Je l'ai dit, vous êtes donc le président de l'ONFACI, qui est donc l'organisation nationale pour handicapés donc auditifs. Et on va signaler que vous êtes même père d'une charmante fille qui a donc des problèmes auditifs. Alors, vous, est-ce que vous avez décelé très tôt, je dirais, à quel moment vous avez su qu'elle présentait donc des troubles au niveau des oreilles? Oui, c'est toujours un plaisir d'être sur ce plateau. Bien sûr. Et c'est l'opportunité pour nous toujours de récidiver ses remerciements au niveau de la direction. Merci de nous recevoir. Merci à lui de nous avoir permis d'être là aujourd'hui. Bien sûr. Nous avons eu la chance de le rencontrer lors d'une activité dont on nous nommait à l'écoute du handicap de mon enfant. Aujourd'hui, je réponds en tant que président de l'Organisation nationale des parents pour handicapés auditifs. Parce qu'à la réalité, quand nous, en tant qu'Africains, en tant qu'Ivoiriens, quand on regarde notre corps, l'oreille est tellement petite et pratiquement presque invisible que nous ne nous en occupons même pas. Et pourtant, quand notre enfant a eu ce problème d'audition, que de difficultés, que de situations, problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Alors on s'est dit, il ne faut pas garder ça secret, il faut donner l'opportunité à tout un chacun. C'est pour ça que je vous salue, chers téléspectateurs. J'espère que vous allez vraiment bien écouter et apprendre. Moi, mon épouse et moi avions découvert que lorsqu'elle naît, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que l'oreille était très collée, le pavillon, comme vous le dites, c'était collé. Et sa grand-mère, puisqu'on était naïf, elle est arrivée, elle a dit non, il faut qu'on essaie de mettre de l'eau, on va masser pour qu'on puisse tirer. Peut-être. Parce que là, il fallait soigner tout le temps. Donc il y avait déjà ce petit souci. Et puis bon, à un moment donné, comme je l'ai dit, à quelque chose malheur est bon, sa petite soeur vient plus tôt que prévu, comme si nous n'avions pas respecté l'espacement des naissances. Donc la dernière qui naît, quand elle dort, vous marchez, elle se réveille. Par contre, l'autre, même quand elle est assise, vous passez derrière, elle ne réagit pas. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait un souci. C'est dès lors, à 1 an et demi, 2 ans, que nous avons commencé à visiter, à côtoyer, je vais dire, les spécialistes en son temps. D'accord. Elle était encore toute bébé. Tout bébé. Ah d'accord. Tout bébé. À 1 an et demi, 2. Et puis comme elle n'avait pas l'habitude que les autres avaient, parce que on nous a dit non, c'est spécial, comme elle est première, elle n'a pas d'autre, voilà pourquoi elle ne parle pas. Donc elle s'en va doucement. Donc vous voyez que nous on est resté à suivre ce qu'on savait, ce qu'on nous disait. Alors qu'à la réalité, comme il est dit aujourd'hui, si nous avions eu ces spécialistes, si nous avions eu cette possibilité de rencontrer un médecin où elle est tôt, parce que nous sommes allés effectivement à l'hôpital, tout ça. Mais en ce moment-là, il n'y avait pas tout ça sur l'étendue du territoire national. C'est pour ça que je félicite déjà le gouvernement pour cette politique qui aujourd'hui essaie de rapprocher les centres, je vais dire, des habitants et au plus profond, au dernier kilomètre, comme on a l'habitude de dire, parce que nous étions obligés de marcher 40 km avec notre enfant au dos pour aller trouver la sage-femme absente. Donc c'est 48 heures après les enfants s'est gâté. Donc voilà un peu, je veux dire, c'est pour nous une opportunité, vraiment c'est très important. On a estimé qu'il fallait qu'il vienne et qu'il en parle, parce que comme je le dis bien, quand on se regarde soi-même, si ce n'est pas dans un miroir, on ne voit pas nos oreilles. Donc on a tendance à s'occuper de ce que nous voyons. D'accord. Alors, donc, quand vous avez constaté cela, vous l'avez dit, vous avez marché même des kilomètres, vous ne saviez à quel spécialiste vous adresser. Tout à fait. Par contre, aujourd'hui, on a des audiologistes, raison pour laquelle vous prenez votre bâton de pèlerin, vous sensibilisez les parents. Par exemple, là, l'opportunité que nous avons de le voir, parce que comme nous disons, l'activité que nous menons et qui est phare, qui nous est très importante, c'est à l'écoute du handicap de mon enfant. Pourquoi on préfère faire ce genre de carrefour avec les parents? Parce qu'à la réalité, toute personne, comme j'ai l'habitude de dire, qui a son enfant qui naît, a envie de l'envoyer, d'être confident, de faire ci. Mais quand il y a cette présence du handicap, du coup, nous-mêmes on se rebraque. Les premières personnes qui souffrent de ce traumatisme, ce n'est pas les enfants, parce qu'ils n'en sont pas conscients. C'est d'abord le parent qui se remet en cause, qui commence à se plaindre, qui commence à penser qu'il aura mal fait. Donc c'est lui qui se réveille. Et une fois que ce parent n'a pas pu faire le deuil du handicap de son enfant ou n'a pas pu comprendre les réalités, parce que souvent, heureusement quand lui il explique,
je commence à comprendre qu'il y a telle chose que j'ai faite qui a envoyé ça. Mais au début, quand tu ne sais pas, tu es en train de te dire, c'est spirituel, c'est sorcellerie. Donc du coup, tu as peur, tu vis dans ce stress. Et malheureusement, beaucoup de parents, à cause de ce stress dans lequel ils se trouvent, agissent et impactent négativement la vie de leurs enfants. Et c'est pour ça que c'est important de savoir les spécialités qui existent, qu'on puisse les découvrir, qu'ils puissent nous parler, et de sorte que quand ça arrive, on n'a pas peur. On a peur du vide et de l'inconnu. D'accord. Alors, quelles sont ces anomalies, M. Kra? M. Tano l'a dit tout à l'heure, à la différence de la petite sœur qui réagissait, l'autre ne réagissait pas. C'était déjà un signal. Oui, c'était vraiment un signal. Alors, quels sont ces autres signes? Quelles sont, les autres anomalies qui peuvent déjà faire penser à des problèmes auditifs? Très bien. Déjà, le signe, c'est ce qu'il a remarqué, c'est le fait que l'autre ne se réveillait pas quand la plus petite marchait. Mais généralement aussi, il y a des personnes un peu plus grandes, 1 an et demi, 2 ans, qui, eux, mènent chaque fois la main vers l'oreille. Ça aussi, c'est un signe. L'enfant est là chaque fois la main dans l'oreille, ou a tendance même à prendre les 2 index et mettre dans le bouchon, bon, quand je dis bouchon, dans le conduit auditif. Ça aussi, c'est un signe qui doit pousser les parents à consulter, avoir un ORL pour le problème. Souvent, ça peut être peut-être des simples picotements, des démangeaisons, mais c'est aussi un signal, puisque l'enfant là n'arrive pas à exprimer ce qu'il ressent réellement. Donc, c'est aux parents d'être plus attentifs. Voilà. Et quand le problème maintenant est décelé, je pense que bon, il y a pas mal d'accompagnement maintenant, mais avant, ce n'était pas le cas. C'était quand même compliqué de pouvoir faire une prise en charge vraiment complète. Mais maintenant, grâce au gouvernement et grâce à certaines personnes, je pense que c'est plus facile. D'accord. Alors vous, en tant qu'audiologiste, lorsque ces genres d'anomalies, lorsqu'on constate, qu'est-ce qu'on fait tout de suite? Déjà, quand le parent constate, le premier conseil, c'est de consulter un médecin ORL. D'accord. Ce médecin ORL, après sa consultation, va faire forcément un diagnostic. Ce médecin, maintenant, après son diagnostic, réfère le patient à un audiologiste pour des examens, pour s'assurer ou bien pour écarter le doute de surdité. Une fois que ce doute de surdité est écarté, il revient encore voir le médecin ORL pour voir si, puisque on parle d'une prise en charge, elle est multidisciplinaire, puisqu'il y a plusieurs spécialistes qui rentrent en ligne de compte, comme les orthophonistes, les psychopédiatres aussi, tout ça qui rentre en ligne de compte pour la prise en charge. Donc une fois que le patient va vers un audiologiste et que le soupçon de surdité est écarté, c'est une bonne nouvelle. Mais s'il y a effectivement une surdité, la prise en charge maintenant va être vraiment, bon, si c'est de voir si c'est peut-être un implant ou une prothèse. Voilà, mais pour les plus jeunes, je pense que c'est plus les implants pour donner un peu de sourire. D'accord. Voilà. Et alors, lorsque c'est fait, est-ce que, une hygiène adéquate, les oreilles ne peuvent pas corriger le problème, non? Non, pas forcément, parce que comme M. Tano l'a dit, cette dernière est née avec le problème. Mais je pense que si à sa naissance, il y avait des examens de dépistage précoce, on pourrait vite retrouver ce problème, cette anomalie. Et l'hygiène ici, étant donné qu'elle est née avec ce handicap, aucun moyen, je peux dire, ne pourrait peut-être traiter ça. Même si, bon, eux, ils ont fait plusieurs fois le fait de décoller le pavillon. Bon, c'était pas vraiment ça. Donc, je pense que l'hygiène, dans ce cas de figure, ne peut pas vraiment traiter ce cas ce truc. D'accord. Voilà. Je veux dire à sa suite, juste pour pouvoir permettre que les choses puissent aller. C'est vrai que parmi les signes qu'il a donnés, souvent on a à la maison en tant que parent, parce que c'est pas évident qu'il les voit. Tu vas voir ton enfant, malgré que la télévision est allumée, qu'il y a le bruit, il a tendance à vouloir mettre son oreille sur l'écran là, donc tu vois qu'il y a un petit souci. C'est-à-dire que grâce à leur conseil, à ce qu'on a vu, souvent ça c'est des signes aussi qui montrent que effectivement il y a un petit souci. Effectivement, quand on entend lui parler, il a tellement raison, parce qu'on parle des spécialistes qui existent aujourd'hui. Mais quand nous allons revenir, je suis sûr, tel que vous êtes en train de le faire au niveau de l'hygiène, c'est-à-dire que même quand on a ces spécialistes, même quand on a ces gens, personnes, on n'a pas même de dépistage, c'est une opportunité pour nous. Nous avons la chance de sortir quand même un peu du pays, mais ailleurs, quand l'enfant naît, 2 jours après sa naissance, je dis bien 2 jours après sa naissance,
il y a le premier examen de dépistage qui est fait pour voir s'il est susceptible ou il est candidat à la surdité. Un mois après, c'est fait. À 3 mois, quand c'est confirmé, la prise en charge commence déjà à 3 mois, quand l'enfant est né. C'est vrai que c'est sous d'autres cieux, c'est avec d'autres réalités. Nous ne sommes pas encore à là. Nous le savons, ce n'est pas ce qu'on demande, mais c'est au moins de faire en sorte qu'on n'en arrive pas à cette étape-là qui nous permet de pouvoir, échanger aujourd'hui. Alors, vous dites... Je fais une précision aussi, un additif. En fait, de nos jours, depuis 2015, ce dépistage systématique existe dans certains centres. D'accord. Voilà. Pour voir si les enfants sont bien entendants et autres. Et aussi, même, non seulement même le fait de rapprocher la tête vers la télé, mais aussi souvent, quand l'enfant arrive à l'âge de parler, quand le parent lui parle, il est là, il fixe le parent. Voilà. Et souvent, il essaye, selon sa compréhension, de faire une sorte de lecture labiale. Tout à fait. Voilà, pour essayer de comprendre aussi. Donc, il y a tous ces signes-là, voilà. Quand le dialogue n'est pas réciproque, c'est-à-dire bonjour, comment tu vas, et puis il est là, il te regarde. Au bout d'un moment, bonjour, bien, il tend une oreille, il essaie de décoder un peu ton langage. Ça aussi sont des signes qu'il faut voir. Allez, c'est vraiment bon à savoir si déjà il y a ces dépistages précoces aujourd'hui dans nos pays pour permettre de savoir si l'enfant est à l'abri donc de la surdité. C'est déjà très très bon à savoir. Revenons donc à l'hygiène. Est-ce que je l'ai demandé en début d'émission, hein? Est-ce qu'un manque d'hygiène ou alors une mauvaise hygiène des oreilles peut conduire à la surdité? Oui. Je dirais oui. Un manque ou une mauvaise hygiène peut conduire. Un manque, c'est-à-dire une personne qui, depuis est née, comme on le dit, n'a jamais consulté le bouchon de cérumen, c'est-à-dire le cérumen qui est la substance qui protège le conduit, peut s'assécher. Voilà. Et ça peut entraîner des surdités, comme une surdité de transmission. Ça bloque le conduit. Donc, avec une consultation chez l'oreille, il peut faire un lavage d'oreille pour l'extraire. Une hygiène aussi, je peux dire, régulière excessif, voilà aussi, peut aussi avoir aussi son côté pas trop bon. Voilà, donc il faudrait garder le juste milieu. Le juste milieu, c'est quand même une fois par an, si on a les moyens de se faire consulter. Et voilà, on ira. D'accord. Donc une hygiène, on va dire une hygiène excessive de l'oreille, des oreilles. Peut entraîner un problème. Parce que imaginez une personne qui, matin, midi, soir, dans notre jargon comme on le dit, finit de se laver ou s'assoit, prend les cotonnettes, met dans l'oreille chaque fois. En fait, l'oreille ça sèche, excusez-moi, et après cela, l'oreille n'a plus de moyens de protection. Le cérumen dans les dômes qui doit protéger, et on peut dire, ce conduit-là, le conduit se trouve sans défense. Donc imaginez un insecte qui rentre dans le conduit, il va directement au tympan. Voilà. Ou même avec les cotonnettes, vous pouvez cocher la paroi même du conduit. Tout ça, ça peut créer d'autres infections. D'accord. Donc, comment utiliser donc cette cotonnette-là? Ou alors, on ne l'utilise pas du tout? Pas du tout. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on en trouve partout? Il y a un passé qui m'a posé cette question. Vous n'avez pas utilisé, mais pourquoi on fabrique? Il dit, bon, même la voiture, même quand on conduit, même là, souvent elle fait des dérapages. Donc, du coup... Donc, en fait, pour juste en rigoler, je dirais que c'est peut-être nous qui ne savons pas peut-être l'utiliser. Voilà. Peut-être la manière. Comment l'utiliser alors? Puisque vous êtes là. Comment l'utiliser? Nous, de manière globale, je le proscris complètement même. Parce qu'il ne faudrait pas dire des choses et puis après, les personnes vont faire autrement. Okay. On n'utilise pas du tout. La seule chose qu'il faudrait faire, quand tu as une gêne au niveau de l'oreille, c'est de te rapprocher d'un médecin, un spécialiste de la question, qui lui pose son diagnostic. Ça te met à l'abri. Parce qu'en voulant utiliser, tu risques de créer d'autres problèmes. Mais après le bain, on sent qu'il y a un peu d'eau là. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, bon, imaginez s'il y a de l'eau dans le conduit, quand on finit de se laver, que l'eau on a l'impression que l'oreille est bouchée. Moi, généralement, la suite simple, c'est de prendre 1-2 gouttes d'eau, cligne la tête, tu mets, ça casse la bouche, c'est pas de l'eau, c'est une bulle d'air, en fait. Et tu tires juste par le bas là. Et le problème est réglé. Ça se résout seul. Maintenant, si vous voulez essuyer le pavillon, vous pouvez prendre peut-être une petite serviette pour juste passer sur le pavillon, mais pas l'introduire à l'intérieur. Voilà. Souvent, je suis un peu gêné de voir certains parents prendre les enfants entre les jambes, essuyer le conduit, mais bon, on n'a pas les mêmes sensibilités
l'enfant, il est en développement, en croissance. Donc sa sensibilité peut-être peut avoir des douleurs. Mais bon, et on n'a pas aussi les mêmes profondeurs, les mêmes configurations du tympan du conduit. Donc tout ça, ce sont des choses qu'il faudrait vraiment pas faire à la maison. Voilà. À la suite de votre fille, est-ce que pour les autres enfants, est-ce que là vous avez reçu des conseils de comment prendre soin de leurs oreilles, M. Tano? Quand vous tapez la tête au mur, je veux dire que prochainement vous êtes plus regardant. Ouais, comme dirait en Afrique, quand le serpent t'a piqué, tu vois le ver de tête, il commence à courir. Non, je dis que après tous les parcours, puisque nous avions eu pour cela la possibilité de venir aussi bien, je veux dire, en région, à Abidjan. Donc tout le parcours nous aura permis, au fur et à mesure que nous avancions, d'avoir des conseils que nous avons appliqués pour les autres enfants. Donc à ce niveau, ça va. C'est que maintenant, même mieux, on essaie de conseiller aux parents. Parce qu'en fait, certes, comme il le dit, il faut voir les spécialistes, c'est normal. Je ne vais pas dire qu'il défend la chapelle, mais il le dit pour dire qu'il y en a, parce qu'à un moment donné, on disait qu'il n'y en avait pas. En Côte d'Ivoire, si aujourd'hui il y en a, pour pouvoir en faire une publicité. Mais bien sûr. Nous sommes les alliés directs de ces personnes-là, parce qu'à la réalité, si moi je ne fais pas d'enfant, sa spécialité, ça sert à quoi? Donc en fait, il a intérêt à pouvoir travailler avec moi. Moi, j'ai intérêt à pouvoir l'écouter dans ce qu'il me donne comme directive, pour ne pas avoir à souffrir et avoir ce manque-là. Parce que c'est vraiment une véritable galère quand on se retrouve dans... Et je suis tout à fait heureux parce que quand il parle d'hygiène auditive, c'est très, 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 pour nous, c'est très important. Moi, je ne savais pas que le chérimène, c'était quelque chose de bon. Pour moi, c'est de la saleté. C'est tout ce qu'on nous a toujours dit. Ouais. Il y a la saleté dans l'oreille. Alors que là, on découvre, et tout le monde, je suis sûr qu'ils sont nombreux, qui vont se dire, waouh, c'est quelque chose pour protéger le conduit. Vous voyez, non? On ne le sait pas, non? Par naïveté, par ignorance, il y a beaucoup de choses qu'on gâte. Et on utilise toutes sortes d'objets. Quand ça gratte, là, moi, je me rappelle les clés, là, par moment, la plus petite clé, tu mets rapidement, et puis bon, c'est parti. Oui. Là, je ne savais pas. Ça peut entraîner. D'accord. Aujourd'hui, donc, vous avez la chance d'avoir ces spécialistes, ces autoristes. Qu'est-ce que vous faites? Vous organisez des focus group avec les parents. D'accord. Quand c'est en étude, quand vous dites focus group, quand c'est des... On dit, ah non, focus group, on va donner l'argent après. Non, nous, on n'arrive pas là. Parce que je dis ceci. Souvent qu'on pense que la prise en charge de ces personnes handicapées coûte cher. J'entends dire. Mais organiser une rencontre entre nos parents, je veux dire, on se rencontre au maquis, là, le soir, là. After work, on se retrouve devant un bon truc de choukouya, quand on est 5, on est 6. Alors donc, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est juste que, au niveau, par exemple, des parents, on dit, tel jour, selon notre disponibilité, retrouvons-nous, et puis discutons, échangeons sur les questions relatives à nos enfants. Et ce qui sort comme problème, alors en fait, nous, on facile a le devoir d'aller voir les spécialistes en la matière qui vient et qui nous expose sur cela pour nous permettre de comprendre, et ça fait effet boule de neige. Quand j'ai entendu, je dis à l'autre, quand l'autre a entendu, il dit à l'autre, et puis je veux dire que le travail est bien fait en fait. D'accord. Alors, on termine avec vous, Monsieur Kra. Quels sont les conseils et recommandations pour permettre à tout le monde d'avoir une très bonne hygiène donc, au niveau de nos oreilles? D'accord, merci pour cette... Pour éviter les maladies, pour éviter éventuellement la surdité. D'accord, en fait, déjà dans un premier temps, il faudrait éviter tout ce qui est comme objet que l'on a l'habitude d'introduire dans son conduit auditif. Voilà. Même souvent, on a tendance à voir des personnes mettre de l'huile sur d'autres formes, la graisse de python. Voilà. Enfin, j'ai vu une dame me dire qu'elle avait mis des feuilles substances vertes là. Et quand c'est comme ça, ça endommage le tympan. Donc, premier conseil, éviter tout objet dans le conduit. Quand on a un problème au niveau de l'oreille, il faut se référer, il faut aller voir un médecin oreille ou un spécialiste dans la matière. Est-ce qu'il faut attendre, alors, de temps en temps, on peut aller voir l'ORL pour... De temps en temps, oui, on peut aller faire un contrôle. Il ne faudrait pas seulement attendre forcément avoir un mal avant d'aller voir. De temps en temps, aujourd'hui, je vais aller voir l'ORL pour voir si au niveau du cérumen, c'est pas trop. Mais souvent, les débris épidermiques, c'est pas trop.
voilà, pour essayer de faire un lavage. D'accord. Il faudrait éviter de mettre les produits et puis aussi l'automédication. Souvent, on va à la pharmacie, bon, telle voisine a utilisé tel produit, allez, ça a marché avec elle, je vais à la pharmacie, je demande au pharmacien, je veux tel produit. On n'a pas les mêmes mal. Voilà. Les oreilles sont assez sensibles. Assez sensibles. La peau est on ne voit pas l'intérieur. C'est pas comme la peau. La peau, quand elle se déchire, on voit la plaie. Mais l'intérieur, elle est quand même compliquée. Et puis, si même tu veux regarder, qu'est-ce que tu vas chercher? Tu n'es pas assez outillé dans la matière pour voir l'anomalie à l'intérieur. D'accord. C'est un peu ça. En tout cas, donc, merci pour tous ces conseils. Et on va donc dire merci à nos téléspectateurs d'avoir pris très bonne note. Monsieur Tano, merci également à vous d'avoir été là. Je pense que votre expérience va amener beaucoup de parents à prêter attention donc à leurs enfants, surtout lorsque ils adoptent certaines attitudes qui prêtent donc à interprétation. Est-ce qu'ils entendent, est-ce qu'ils n'entendent pas, et rencontrer donc très vite le spécialiste. En tout cas, merci donc d'avoir pris très bonne note de tous ces conseils. Merci à vous, Monsieur Karakwasi Kosonou Marcela. Je rappelle que vous êtes audiologiste, neuro et psycholinguiste. Et à vous, Monsieur Camille Tano Kwasi, vous êtes le président de l'ONG Enfancy, qui est donc l'Organisation nationale des parents pour handicapés auditifs de Côte d'Ivoire. Revenez-nous très vite donc pour d'autres sujets assez intéressants. C'est la fin de ce numéro d'Hebdo Santé. Merci à l'équipe de réalisation et à vous de l'avoir suivi. Prenez soin de votre santé et on se dit à très bientôt pour un autre numéro, toujours sur Média.